Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Bernard Violet. Il va répondre à une critique d'Isabelle de Gaumin de La Croix à propos de son dernier ouvrage, Bernard Violet, Eratum 16 chez Fabre, une biographie non officielle du pape. Bernard Violet, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors je devrais peut-être dire votre sainteté parce qu'on vous surnomme le pape de la biographie non officielle, c'est vrai? Oui, c'est gentil, oui, je crois que c'est un Joël Dupoint qui m'a, pour m'égratigner, j'ai considéré ça, j'ai pris ça comme un honneur. Hein. Votre sainteté, c'est pas mal, hein, parce que vous avez quand même quelques stars à votre actif, que ce soit Jamel Debbouze, Johnny Hallyday, Catherine Deneuve, Alain Delon. Il vous a fait un procès? Il a fait plusieurs procès qu'il a perdus à chaque fois. Cela étant, dans la liste des VIP que vous citez, il y a quand même un certain nombre de Johnny, l'abbé Pierre et d'autres qui ont quand même collaboré à mon travail. Oui. D'autres ont refusé, c'est leur droit, mais bon... de toute façon, vous leur demandez pas leur avis. Ah, chaque fois, si, je les sollicite en tout cas, et certains refusent de collaborer, d'autres acceptent. Pour Johnny, qui est quand même pas le dernier rocker venu, ou l'abbé Pierre, qui est quand même un personnage de notre siècle. Alors d'ailleurs, Isabelle de Gaumin a écrit une biographie autorisée du pape Benoît XVI, le pape incompris, chez Bayard. Alors, est-ce que vous écrivez des biographies comme ça non autorisées pour aller contre ce type de biographie-là? Non, je ne vais pas contre. Je fais simplement mon métier. J'ai une certaine idée de mon métier. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la part d'un journaliste ou d'un biographe qui reproduisent l'histoire officielle, qui jouent du violon, qui occultent certaines choses, secrets inavouables, ou qui disent tout de façon... Mais toujours une démarche bienveillante pour expliquer, justement, quelles sont les clés et les mystères de ces destins exceptionnels dont fait partie le pape. Alors voyons voir un peu les clés et mystères de Benoît XVI. Donc dans ce livre, vous passez dans l'ordre sa jeunesse bavaroise, sa jeunesse hitlérienne, voilà, bien sûr, ses relations avec les intégristes, ses positions, sur l'avortement, sur un certain nombre de problèmes, sur le préservatif, vous le dites aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous révélez qu'on ne trouve pas dans les biographies officielles du personnage ou de l'itinéraire de Benoît XVI? J'essaie plutôt de décrypter comment il a pu arriver et pourquoi il a pu arriver quand même à ce poste qui est quand même pas celui d'un chef d'État, une autorité morale extraordinaire, et comment il n'est pas à son poste. C'est une erreur de casting. Comme vous dites. Voilà, et pour moi, même si je suis vraiment méchant, je pense que ce pape est une tâche grave dans la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens. À laquelle vous appartenez, il faut le préciser. Vous aussi, non? Certainement. Bon, ça serait peut-être intéressant aussi de connaître notre point de vue sur, comme a dit Juppé un jour, ce pape qui est vraiment un problème. Hein? Oui, mais mon point de vue n'a pas tellement d'intérêt. Le vôtre, on a beaucoup plus. Parce que dans ce livre, il y a des choses que vous dites, aussi par rapport à son rapport à l'intégrisme. Oui. Vous parliez tout à l'heure de son itinéraire, vous dites carrément, il a été nommé par une assemblée de prélats qui lui doivent leur nomination. C'est lui qui a élu les cardinaux électeurs, les trois quarts. Il était gardien de la doctrine. Voilà, tout à fait, bien sûr. Tout a été... Les clés de son élection étaient pipées. Ça fait 30 ans qu'il était en place, lui, qu'il avait placé ses hommes, ses réseaux, etc. Donc, c'était effectivement... écrit à l'avance. Bon, alors écoutez, on va écouter Isabelle de Gaumin qui ne doit pas être d'accord avec vous. Et comme c'est une référence, je veux dire, oui, absolument. Une grande journaliste. Elle a été envoyée spéciale au Vatican. Voilà, c'est ça, voilà. Bon, j'espère que vous ne risquez pas l'excommunication. On va voir. Puis, on verra bien. Allons-y. Bonjour Bernard Violet. Donc j'ai lu ce livre, Eratum 16, donc un titre évocateur qu'on comprend évidemment quand on voit la couverture. Alors moi au début, je me suis dit tiens c'est intéressant parce que vous avez eu un a priori que j'ai trouvé en tout cas légitime. Vous dites que le pape, il a été mal perçu en France, non pas parce qu'on ne le comprend pas, non pas parce qu'il s'exprime mal, mais parce qu'en lui-même, c'est un mauvais pape, c'est un pape qui est en train de détruire l'Église. J'ai donc lu ce livre, mais en fait, j'ai été assez déçue. Bon, alors effectivement, un peu jésuite, hein. Ah, je ne sais pas. C'est légitime, machin, mais... Voilà, ah, bon, vous connaissez une coda vénénum. Effectivement, c'est un peu le problème d'Isabelle. C'est vrai que c'est une vaticaniste reconnue, réputée, mais qui est aussi la voix officielle du Vatican, malheureusement. Et bon, j'ai beaucoup lu dans le cadre de mes travaux, et c'est vrai que, par exemple, par rapport aux ouvrages... Mais bien sûr, et que par rapport à tous les autres ouvrages, même très gentils, dédiés au pape, que ce soit celui-ci ou le précédent,
elle ne pouvait pas s'empêcher de critiquer. Comme si le Vatican, c'était un peu sa chasse gardée, si vous voulez. Oui. Bon, est-ce qu'il est inhérent un peu aux envoyés spéciaux, puisqu'il était envoyé spécial de la Croix au Vatican. Donc pour être accrédité. Voilà. Donc forcément, elle était payée pour reproduire, si vous voulez, l'histoire officielle du Vatican. Voilà. À vrai dire, même très déçu. Parce que d'abord, on n'apprend rien. Comme exemple de choses qui me paraissent à la fois pas sérieuses et puis même à la limite de la déontologie, c'est quand vous parlez de problème de la mère de Joseph Ratzinger. Est-ce qu'elle-même est une enfant naturelle ou pas? On ne sait pas. Il y aurait eu un secret de famille. Bon, voilà, des rumeurs comme ça. Alors non, je m'excuse, mais bon. Il y a des conditionnels chez elle, pas chez vous. Bon voilà, le statut, les circonstances de la naissance de sa maman, le statut de femme adultère de la grand-mère du pape, bon, sont des faits reconnus par des historiens. J'ai rien inventé, ce ne sont pas des rumeurs comme elle l'affirme, des historiens allemands, des historiens américains, dont un vaticaniste américain très connu, très réputé, que je cite longuement dans le bouquin. Donc ce ne sont pas des rumeurs. Oui, la maman du pape était une fille naturelle, et c'est pas banal pour un enfant d'apprendre que sa maman était fille naturelle. D'accord, donc vous dites c'est un pape marqué par le péché originel. Hein. Oui, par les fautes inavouables de son entourage et qui s'est proposé de racheter. Voilà, c'est une explication parmi d'autres. Me semble-t-il, je trouve que Benoît XVI mérite mieux. Il y a deux, trois choses sur les rapports entre Ratzinger et la Stasi, mais sinon, il n'y a vraiment rien de nouveau. Par contre... Ça fait partie des révélations, je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça fait partie des révélations du bouquin. On ouvre les archives en ce moment. Des étranges relations qu'il a entretenues, moins avec la Stasi qu'avec les services occidentaux, voilà, et américains notamment. Bon, ce qui n'a pas empêché lui, en revanche, de nommer des dignitaires de l'ex-Allemagne de l'Est, par exemple, ou de Pologne, dont le passé de collaborateur avec les indiques de l'ex-Allemagne était connu. Bon, là aussi, on peut s'interroger. Oui. Hein? Il y a une construction qui me paraît, moi, très, très vicieuse, c'est-à-dire qui consiste à rapprocher un certain nombre de faits, comme ça, l'air de rien. On parle de l'enfance allemande de Ratzinger, pouf, on glisse sur Pie XII, et hop, on rappelle que Pie... Alors, bon, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse hitlérienne, c'est quand même pas non plus un fait anodin. Parce que, bon, il a beau dire, se défendre, il est très discret cette période. Il a fallu quand même pas mal d'années avant qu'on révèle son adhésion aux jeunesses hitlériennes. Bon, il a beau dire, oui, ben, tous les jeunes Allemands étaient obligés d'y adhérer. Moi, je dis non, j'apporte la preuve dans le bouquin, à travers des travaux d'historiens sérieux, crédibles et tout, qu'il y avait des centaines, voire des milliers de jeunes Allemands, dès 1933, qui ont refusé d'adhérer à l'idéologie nazie. Bon, moi je pose la question, pourquoi il n'a pas été critique, réfractaire et machin. Bon, il n'y a que son père qui a été un peu critique. Alors, elle parlait de Pie XII, parce que... Alors, Pie XII, je veux dire, c'est quand même un pape critiqué, oui, dont on se pose quand même beaucoup de questions sur le comportement pendant la guerre à l'égard de la Shoah, son silence pendant la Shoah, et lui, il veut le canoniser. Voilà, sauf toute forme de procès, on va canoniser. Bon, ben là, ça pose, ça interpelle, ça pose des questions. Il ne faut pas oublier que toute cette génération, quand même, a baigné dans une culture imprégnée d'antisémitisme. Ces années 20, ces années 30 étaient quelque chose d'atroce. Ouais, mais je veux dire, ma mère, qui est de cette génération, a connu, quand elle devait aller faire une course chez l'épicier du coin, elle dit « Ah, tu vas chez le Youpin !» C'était toute la culture française, et bien évidemment la culture allemande, qui était imprégnée comme antisémitisme, et dont on ne sort pas indemne. Donc Pie XII et lui ont baigné là-dedans. Et c'est quand même un élément, paramètre à tenir compte. Isabelle Martin. XII est coupable, entre guillemets, de ne pas avoir été assez ferme et de ne pas avoir condamné le nazisme. Tiens, oui, mais c'est scandaleux. De dire des choses comme ça aujourd'hui. Une journaliste de la Croix dire des choses comme ça, c'est scandaleux. Je veux dire, le cas Pie XII est connu. Oui. Oui. Bon, il y a des historiens sérieux qui disent non, ce pape n'a pas été à la hauteur. Bon, et ça, c'est le problème d'Isabelle, je veux dire, qui est là pour... Allez, on va abreuver, cultiver, faire la propagande, la voie officielle. Bon, on peut se poser des questions. Toute une série de choses qui sont très
qui n'ont rien à voir entre elles et qui sont à chaque fois enchaînées. Donc, par exemple, par rapport à tous les problèmes de pédophilie, crise qui a traversé l'Église américaine, mais aussi d'autres églises, que vous rappelez, vous avez raison. Ceci dit, vous ne dites pas vraiment, vous le dites à peine que Benoît XVI, beaucoup plus que Jean-Paul II, a pris l'affaire au sérieux. Par contre, vous allez très loin pour rappeler tous ces problèmes de pédophilie dans les diocèses américains. Et... Vous êtes d'accord avec elle, là, sur la position de Benoît XVI? Exact, c'est vrai. Benoît XVI condamne officiellement depuis quelque temps. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que pendant des décennies, l'Église a exigé le silence sur ces affaires de crimes, d'abus sexuels, etc. Que le cardinal, elle parle de Benoît XVI, mais le cardinal Ratzinger n'a jamais condamné la pédophilie. Au contraire, je révèle à travers des documents révélés justement à la BBC il y a très peu de temps, comment il faisait passer des circulaires à tous les évêques du monde en disant, pour des histoires d'abus sexuels, surtout le silence, et exiger de vos victimes le silence. C'est le cardinal Ratzinger, notre pape, qui disait ça. Ça l'oublie. Par contre, il n'y a rien sur le fond, il n'y a rien sur tous les écrits du pape Benoît XVI, il n'y a rien sur son livre sur Jésus. Donc moi, c'est un peu la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous avez lu, par exemple, la première encyclique de Benoît XVI, qui est une belle encyclique? Moi, je trouve que les lecteurs, plutôt que de lire ce livre, où ils apprendront rien, où il n'y a que des approximations, et où finalement, on en ressort, on ne sait pas bien avec quelle idée, parce que tout est brouillé, tout est mélangé. Moi, en tout cas, j'engage les lecteurs à lire la première encyclique de Benoît XVI, qui est beaucoup plus intéressante. Le problème n'est pas d'être pour ou contre Benoît XVI. Je pense qu'on peut être contre Benoît XVI, mais encore faut-il l'être intelligemment. Voilà. Donc, alors, cette encyclique... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette... Je me suis farci tous les textes, enfin, beaucoup de textes, si vous voulez, sur des sujets importants, notamment de société, je les ai lus. Alors, je vous conseille, pour vous endormir, lisez un texte de Benoît XVI. Il n'y a pas mieux, c'est beaucoup mieux que du Lexomil. Cela étant, bon, voyez, cette dernière phrase, lisez ceci du pape, lisez cela, bon, voilà, Isabelle, ma chère copine Isabelle, eh ben c'est quand même avant tout la porte-parole de l'Église officielle catholique romaine. Et c'est dommage, c'est pitoyable. Je trouve qu'il faut, dans la vie de journaliste, garder une distance critique à l'égard du sujet qu'on traite. Et on va conseiller à nos téléspectateurs de se faire une idée en lisant votre livre, Bernard Violet, Eratum XVI aux éditions Fabre, voir si votre sainteté, vous méritez votre titre de pape de la biographie non autorisée. Merci mon fils.